qu'est-ce qu'un contrat de bail? Quelle est son importance pour locataires et bailleurs? Le contrat de bail se justifie-t-il à tous les coups? Voilà des interrogations auxquelles Savoir Plus avec Imaz se propose de répondre aujourd'hui. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous mensuel avec l'immobilier. Et pour aborder le sujet, nous avons sur ce plateau M. Abdul Wahab Koné de la société immobilière Imaz, ainsi que M. Richard Zanzé de la direction régionale en charge de l'habitat des Hauts-Bassins, des invités que vous connaissez déjà. Bonsoir chers invités. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Le contrat de bail est nécessaire à plus d'un titre et vous aurez l'occasion de le constater dans cette émission. Cependant, beaucoup ignorent cette importance et sont même réticents. Dès qu'on en parle, le constat, c'est dans ce reportage. Un bail est un contrat selon lequel une partie, appelée le bailleur, confère à une autre partie, appelée le locataire, le droit d'usage d'un bien mobilier ou immobilier pour un certain temps, moyennant le versement d'un loyer. Le bail lie donc bien de particuliers de nos jours, mais peu en savent sur ce type de contrat. Contrat de bail, j'entends parler, mais je l'ignore du fait que je n'ai pas une parcelle à mon nom. Moi, je ne connais pas ce qui veut dire contrat de bail, je ne sais même pas c'est quoi d'abord pour le moment. J'ai entendu parler du contrat de bail. Voilà. Ouais, je sais que c'est un document que, comment dirais-je, les impôts délivrent aux gens, et surtout les sociétés, voilà, pour s'identifier. Voilà. Je pense que c'est un document comme ça. Voilà. Le contrat de bail, c'est quelque chose qui relie le bailleur au locataire, d'une manière directe ou indirecte. Voilà. Bon, en ce qui concerne le direct entre un locataire privé et le propriétaire, en général, il n'y a pas, le contrat est verbal. Mais en ce qui concerne maintenant l'État et le locataire, on parle de contrat de bail où on fait enregistrer au niveau des impôts. Ils sont rares les locataires qui exigent un contrat écrit et signé avant d'entrer en location. Et les raisons sont multiples. Moi, par principe, en tout cas, je n'ai jamais demandé ce contrat de bail-là. Mais cela ne m'empêche pas aussi d'être régulier vis-à-vis de mon bailleur. Voilà. Comme ce n'est pas une exigence, bon, les gens ne l'exigent pas, que ce soit le locataire ou le bailleur, personne n'en exige. C'est respecter ses engagements, payer mensuellement son argent, et voilà, ça s'arrête à là. Quand vous prenez la population burkinabé, nous sommes combien de personnes actuellement qui ne sont pas instruites? Donc quand les gens ne sont pas instruits, c'est difficile qu'ils comprennent un document. Voilà. Et quand tu lui dis qu'il doit signer un document, il pense que c'est une condamnation, peut-être des paramètres que lui, il ne comprend pas. Pourtant, le contrat de bail protège bailleurs et locataires et devrait être connu de tous. Les agences immobilières préconisent la sensibilisation pour faire connaître les avantages du contrat de bail à toutes les parties prenantes. De quoi briser la glace et éviter des situations d'incompréhension entre bailleurs et locataires. Notons que dans cette émission, il est uniquement question du bail d'habitation privée. Et là-dessus, une loi a été votée en 2015 définissant les clauses de ce contrat. Alors, M. Zanzé, nous avons eu droit à quelques définitions dans le reportage. En tant que spécialiste du domaine, est-ce que vous confirmez ce que les uns et les autres disent? Et on voit que dans le reportage, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce que c'est qu'un contrat de bail. Mais alors que tout le monde, et bon, la plupart des Burkinabés sont en location. Donc, ils voient qu'ils ne connaissent pas le contrat de bail. En réalité, les définitions que d'autres ont données, bon, c'est juste. Il y a d'autres, bon, ils sont un peu à côté. Je prends le cas de monsieur avec la Mercedes qui disait que et le contrat de bail, on lui trouve que c'est plus entre l'État et le locataire. Maintenant, quand c'est une personne physique, bon, on se fait verbalement. Bon, il voit que bon, ça, c'est pas une définition juste. Voilà. Et il y a une autre personne qui disait qu'elle n'avait pas de parcelle, donc elle n'avait pas à faire au contrat. Et ça aussi, effectivement, ça aussi, c'est pas une raison. Le contrat de bail n'est pas lié au fait que tu as une parcelle ou non. Voilà, le contrat de bail, c'est juste, tu veux prendre une maison en location.
une maison qui a été construite par une tierce personne. Donc, pour pouvoir prendre la maison, il faut un contrat de bail entre vous deux. D'accord. Voilà. Monsieur Koné, quelque chose à ajouter? Oui, ce qu'on peut retenir de ce micro-trottoir, il y a une certaine confusion que les gens font de la définition du contrat de bail. Et il se trouve que d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas aussi appliqué tel qu'on le perçoit donc dans ce micro-trottoir. Ça veut dire que, par exemple, l'intervenant qui dit que, bon, entre lui et son bailleur, pourvu qu'il soit à jour de son loyer, il n'a pas besoin d'un document. Bon, effectivement, ça montre la nécessité de faire une certaine sensibilisation là-dessus. D'accord. Voilà. Il est ressorti de cette définition 2 mots-clés, bailleur et locataire. Des mots qui ne sont pas toujours bien maîtrisés, M. Zanzé. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? C'est quoi un bailleur? C'est quoi un locataire? Bon, je dirais que le bailleur, c'est peut-être une personne physique ou morale qui a construit son immeuble et qui décide de le mettre en location. C'est lui le bailleur, celui qui a construit l'immeuble, qui est le bailleur. Maintenant, le locataire, c'est celui qui est, ça peut être une personne physique comme une personne morale aussi, qui vient prendre un local en location. Voilà, c'est celui qui loue, qui est le locataire. D'accord. Donc le contrat, c'est entre le bailleur et le locataire. Voilà. Dans le cas où la maison est gérée par une agence immobilière, qui sont les parties prenantes? Et quand la maison est gérée par une agence immobilière, la partie prenante, c'est toujours, sur le contrat, c'est toujours le bailleur et le locataire, celui qui a construit et celui qui loue. L'agence immobilière est là comme un intermédiaire pour faciliter même l'établissement de ce contrat-là. Voilà. Okay. Pour ce qui est de la nature du contrat, M. Koné, Oui. dans le reportage, il y a un intervenant qui a eu à dire que entre deux privés, la nature peut être seulement verbale. Est-ce qu'il a raison? Alors, pas forcément, parce que il ressort de l'article 5 de la loi numéro 103/2015, du 22 décembre 2015, qui est la loi portant bail d'habitation privée, qui stipule que le contrat de bail doit être constaté par un acte écrit en 4 exemplaires, ayant date certaine, signée et légalisée auprès de la commune où se situe le bien loué. Donc, ça veut dire que le contrat de bail, vu son importance, la loi recommande que ce soit sur écrit. Voilà. Mais dans la pratique, effectivement, on constate que la plupart du temps, c'est des contrats verbaux. Voilà. Et cette écriture incombe à qui, entre les deux? Alors, le contrat est rédigé entre les deux parties. Ça veut dire que entre le bailleur et le locataire. Maintenant, s'ils ne savent pas écrire, ils peuvent demander l'assistance d'une personne ressource qui va effectivement rédiger le contrat. Et en général, c'est ce qui amène les gens à passer par les agences immobilières ou les sociétés immobilières où les formulaires de contrat sont disponibles et on peut donner assez de spécificité là-dessus pour que chaque partie soit située sur ses engagements. D'accord. Voilà. Monsieur Zanzé, comment est-ce que cela se fait concrètement, la rédaction d'un contrat de bail? Il y a des canevas qui sont là. D'accord. Avec juste des espaces à remplir. Donc vous prenez, puis c'est la commune même qui fournit ça. On remplit les identités des deux parties prenantes, on met les adresses, tout ce qui en tout cas permet en tout cas de les reconnaître ou de les retrouver. Ensuite, on met même le coût du loyer. On met ensuite, si c'est à durée indéterminée ou si c'est déterminé. Si c'est déterminé, il faut mettre la période à laquelle le contrat arrive à terme. Sinon, les canevas sont à la mairie. Quand on veut établir un contrat, on peut passer à la mairie, demander un canevas de contrat de bail et on remplit. D'accord. Voilà. Quelle est la durée minimale et maximale d'un contrat de bail? Vous avez tantôt parlé de déterminé, indéterminé. On sait que ça peut être déterminé ou indéterminé. Oui. Quand c'est déterminé, quelle peut être la durée minimale ou maximale? Bon, quand c'est déterminé, généralement, il n'y a pas de durée minimale définie en tant que telle. Parce que le contrat, quelqu'un peut prendre sa maison. Il y a des agents, par exemple, qui construisent des maisons déjà meublées.
et qu'ils le mettent en location. Ça peut être juste pour quelques mois, ça peut être juste pour 3 mois. Quelqu'un il prend juste pour 3 mois et il s'en va. Maintenant, tout à l'heure, quand vous avez demandé aux gens qui initient le contrat, normalement, le contrat, ça doit être le bailleur qui va initier le contrat. D'accord. Dans le reportage, il est ressorti que le contrat protège les deux parties, le locataire et le bailleur. Comment est-ce que cela se fait concrètement sur le terrain? Alors, pour savoir ce qui prouve que le contrat protège le bailleur et le locataire, il faut se référer aux obligations des parties. Parce que chaque partie est tenue au respect de certaines obligations. Voilà. Alors, quand on prend, par exemple, le bailleur, par rapport au bailleur, quelles sont les obligations du bailleur? D'abord, il doit mettre la maison en bon état à la disposition du locataire. Ça, on peut dire que ça protège le locataire. Ensuite, il doit garantir le local contre tout vice caché. Tout vice caché susceptible de troubler sa jouissance. Les vices cachés, c'est-à-dire? Les vices cachés, c'est souvent les anomalies liées à la construction de la maison même, ou même à l'exploitation de la maison. Voilà. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être des toilettes qui fonctionnent mal, et ainsi de suite. Donc, le bailleur doit, en tout cas, garantir le local, notamment pour le locataire, parce qu'il faut que tous ces vices cachés-là soient réparés avant que le locataire ne commence à jouir du local. Troisième obligation du bailleur, il doit permettre au locataire d'utiliser paisiblement la maison louée. Ça veut dire qu'il doit le prémunir contre les troubles anormaux de voisinage. Par exemple, cette disposition est beaucoup plus intéressante lorsqu'il s'agit surtout de colocation. C'est-à-dire les cours communes qui sont louées, les uns mettent la musique à fond, etc. Et c'est le bailleur qui doit mettre de l'ordre dans tout cela. Donc on peut dire que ça, ce sont des dispositions qui protègent bien sûr le locataire. Maintenant, pour ce qui est des obligations du locataire aussi, ça, ce sont des obligations qui visent à protéger le bailleur lui aussi. Et la première obligation du locataire, il doit payer les loyers aux périodes convenues. On a dit fin du mois, à la fin du mois, il faut que les loyers soient payés. C'est vrai qu'il y a une marge souvent qui peut aller jusqu'au 5 du mois suivant, mais quand ça devient le 10, le 15, ça, là, c'est autre chose. Ensuite, seconde obligation du locataire, il doit respecter la destination de la maison. Alors, tu as loué la maison pour y habiter. C'est ça? C'est pour y habiter. Mais si entre-temps, tu transformes la maison en autre chose, par exemple un bar dancing ou autre, voilà, tu détournes la maison de sa destination. Donc ça, c'est une obligation qui pèse sur le locataire et qui vise à protéger le bailleur. Ensuite, il doit bien conserver, entretenir la maison. Parce que ce n'est pas parce qu'on a loué une maison qu'on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, de toute façon, j'ai loué, je casse tout, ou bien je fais ce que je veux dire. Alors que c'est un bien appartenant à autrui qu'il faut entretenir. Donc, la loi dit même qu'il faut entretenir un bon père de famille. Voilà. Donc, toutes ces dispositions visent à, bien sûr, protéger le bailleur. Donc, vous voyez que la loi protège les uns et les autres. Voilà. D'accord. Monsieur Zanzi, au regard de tout cela, est-ce qu'il n'y a pas un préalable dans l'élaboration même du contrat, quand on dit que la maison doit être en bon état et tout? Quand est-ce qu'on fait ce constat-là? Je dirais qu'il y a bien sûr un préalable avant le contrat. Puisque avant le contrat, il faut que les deux parties même doivent se rendre sur les lieux, constater les trucs ensemble, relever ce qui ne va pas, ce qui va ensemble. Et s'il y a des corrections à faire avant l'établissement du contrat, il faut que ces corrections soient faites avant que le contrat ne soit établi. D'accord. Voilà. Et en cas de travaux, des travaux concernant la maison? Alors, pour ce qui est des travaux concernant la maison, il faut dire que tout cela est basé sur le consensus entre le bailleur et le locataire. Mais la loi dit quand même quelques mots là-dessus, notamment lorsqu'on dit que le locataire doit bien conserver et entretenir la maison. Cela ressort de l'article 20
de la loi 103 qui stipule que le locataire est constitué gardien du local et doit l'utiliser avec diligence en bon père de famille, comme je le disais. Maintenant, à l'article 25, il est dit que sont à la charge du locataire les travaux d'entretien et de réparation courants nécessaires au fonctionnement du local. Et la nature des travaux prévus ci-dessus est fixée par décret en Conseil des ministres. Maintenant, le locataire ne peut réaliser des améliorations au local et aux équipements installés qu'après accord écrit du bailleur. Donc, de cette disposition de la loi, on peut dire que les travaux de conservation, d'entretien, incombent au locataire. Mais les grosses œuvres, c'est-à-dire les grosses réparations, ça incombe au bailleur. Par exemple, un mur qui tombe, ou bien carrément suite à une intempérie, toute une partie du bâtiment s'effondre. Là, c'est surtout le bailleur qui doit réparer. Et les peintures murales, ça, bon, même qui doit refaire ça? La peinture, souvent, incombe au bailleur. Au bailleur. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi vous dites souvent? Mais maintenant, oui. maintenant si c'est le locataire lui-même qui trouve que la couleur ne lui convient pas, il veut un décor propre à lui, bon, avec l'accord du bailleur, il peut procéder à la peinture. Ah, d'accord. Voilà. Mais en cas de dégradation? En cas de dégradation, c'est le bailleur qui s'en charge. Qui doit s'en charger. Ok. Monsieur Zanzé, voilà, il a dit qu'il dit souvent, parce que aussi pendant l'exploitation, si par exemple tu as des enfants qui s'amusent à prendre peut-être les tripes pour gratter le mur, bon, ça, tu vas réparer. Voilà, quand il dit souvent, quand c'est les petites retouches aussi, le locataire peut juste faire ça. Mais si c'est pour reprendre la peinture de la maison, ça incombe au bailleur. Et pour le toit qui, souvent on a la pluie qui visite les gens dans leur chambre, voilà, l'étanchéité. Voilà, qui s'en charge? Souvent, pour ce qui est de l'étanchéité, en principe, ça relève du bailleur. C'est le bailleur. Parce qu'on dit qu'il doit permettre au locataire de jouir du local tel que convenu dans le contrat. Bon, sa jouissance est troublée si toutefois l'eau chante dans sa chambre. Alors donc le bailleur doit en tout cas réparer la toiture. Mais maintenant, comme je l'ai dit au début, tout est une question d'entente et d'accord entre les parties. Alors très souvent aussi, le locataire peut procéder à la réparation, quitte à ce que d'un commun accord avec le bailleur, cela soit prélevé sur le loyer. D'accord. Voilà. Maintenant, il faut ajouter un peu, peut-être les petites réparations que le locataire peut faire. Bien sûr, une ampoule est grillée, il ne va pas attendre que le bailleur vienne mettre ça. Si une serrure ne marche plus, c'est au locataire de gérer ces serrures-là. Voilà. D'accord. Et le contrat de bail définit également les modalités de paiement du loyer. Oui. Est-ce que le loyer est forcément mensuel? Et le loyer n'est pas forcément mensuel. Comme le contrat, c'est une entente, on s'entend avant de signer. Mais le locataire peut décider non, peut-être chaque mois, c'est un peu compliqué, il peut donner toute l'année. Chaque année, il va donner, baisser le loyer. Et puis ça marche. Comment se fait justement la fixation du loyer? Et la loi que monsieur connaît beaucoup, la loi 103 2015, là-bas, les modalités ont été définies. Et il est dit que il y a ensemble, le bailleur et puis le locataire, ils peuvent évaluer les superficies de la maison en question. Et en fonction de la superficie, il y a un référentiel des coûts de réalisation qui ont été dressés par le ministère de l'Habitat. Et quand on a la superficie, on a, en fonction de la catégorie, puisque la loi aussi classe les bâtiments aussi par type et par catégorie, et en fonction des zones. Et les coûts aussi par mètre carré dépendent du type, de la catégorie et de la zone aussi. Voilà. Donc, en fonction de ça, maintenant, on va appliquer les coûts au mètre carré à la superficie totale. Et ce qui va nous donner le coût de réalisation du bâtiment. Et à ce coût, maintenant, on applique 7%. On applique 7% pour avoir le maximum 7%, on ne doit pas dépasser 7%, maximum 7% pour avoir le coût du loyer annuel. Et pour avoir le mensuel, maintenant, on divise par 12 heures pour avoir le à Bobo-Dioulasso, on a combien de zones d'habitation? Si je ne me trompe pas, ça doit être 2 zones. Mais à Bobo, je pense qu'il y a une révision de la loi qui doit être en cours pour redéfinir les zones, parce qu'il y a eu
des secteurs qui se retrouvent dans des zones où ils ne doivent pas se retrouver. Voilà. Si je prends la zone A, une maison F3, ça peut varier à peu près à combien? Une maison F3, ça peut varier à peu près entre 40 000 et 50 000 maximum. Ok, d'accord. Donc, il est courant de voir que sans crier gare, un bailleur peut mettre son locataire à la porte. Oui. Voilà. Est-ce que cela est normal? Alors, cela nous amène à parler de l'extinction du bail. Alors, par rapport à l'extinction du bail, c'est réglementé par la loi 103 2015 qui exige que si c'est une personne morale, il faut un préavis de 2 mois avant de lui dire de sortir du local. Si c'est une personne physique, la loi augmente la protection, à savoir qu'il faut un préavis de 3 mois. Il faut lui donner 3 mois avant de lui dire de quitter. Maintenant, il y a des situations qui peuvent être amenées à ne pas observer ce délai-là. C'est notamment un locataire qui change la destination du local. Alors, en ce moment, le bailleur va saisir le tribunal. Et si une décision du tribunal tombe, ça peut être une décision d'expulsion immédiate. Voilà. Donc, par la faute du locataire, ça peut amener son expulsion immédiate. Voilà. Et que faire? Il y a également le défaut de paiement du loyer aussi, qui peut, en tout cas, nécessiter une procédure judiciaire qui va amener à l'expulsion du locataire. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'une partie ne remplit pas convenablement sa part du contrat? Et à ce niveau, on dit, la loi dit que le bailleur aussi, le locataire aussi peut réparer à sa charge et puis demander le remboursement. Ou bien on va couper ça dans le loyer. Et s'il fait ça et que le bailleur refuse, il peut saisir le tribunal en ce moment. D'accord. Est-ce que sans problème, il n'a rien fait, le locataire? Voilà. Est-ce que comme ça, il vient de rentrer 2 mois après, on peut lui dire, bon, il faut t'en aller? Peut-être là, c'est... Je pense que s'il n'y a pas de problème entre eux, il va motiver. Pour dire qu'il n'a qu'à s'en aller, il faut motiver. Ça doit être motivé. La loi dit que... Voilà, la loi dit que ça peut être... Si le bailleur peut décider peut-être d'habiter dans la maison. Voilà, il veut peut-être habiter dans la maison où il y a un parent direct qui veut habiter la maison. Là, il peut demander au locataire de quitter. Mais dans tous les cas, il faut le préavis de 3 mois. Et pour ce qui est de l'augmentation du loyer? Alors ça, c'est la révision donc, du prix du loyer. Alors par rapport à cela aussi, c'est une question d'entente entre le locataire et le bailleur. Voilà. Et l'augmentation du loyer peut se faire, puisque la loi n'interdit pas qu'on change le montant du loyer. Mais ça doit se faire dans le respect des règles quand même. Et il ne faut pas une augmentation brutale. Et il faut aussi tenir compte du revenu du locataire. Voilà. D'accord. Monsieur Zanzé? Oui, il faut ajouter à ce que M. Koné a dit. La loi dit que le contrat peut être revu à la hausse comme à la baisse aussi. Le bailleur peut décider de diminuer le loyer, comme il peut décider aussi d'augmenter le loyer. Mais on dit que cela doit intervenir au moins 3 ans après le contrat. Si il y a un contrat, il faut attendre 3 ans d'abord avant de parler de révision. Et s'il y a révision, le taux de révision ne doit même pas excéder les 5%. Voilà, ça doit être inférieur ou égal à 5%. Voilà. Mais si c'est fait, quelles sont les voies de recours du locataire? Quand on vient en fin décembre, on vous dit qu'en janvier, on va augmenter le loyer de 5 000 francs ou 10 000 francs, qu'est-ce que le locataire peut faire? Bon, au moins, si les 3 mois là sont, les 3 ans là sont révolus, ça veut dire que déjà, la loi permet au bailleur même d'augmenter. Donc, il est déjà on peut dire qu'il est dans ses droits. D'accord, mais c'est le cas où ce n'est pas révolu. Voilà, c'est le cas où ce n'est pas révolu. Le locataire peut saisir le tribunal pour dire que c'est un abus. Mais est-ce qu'après décision du tribunal, on peut permettre au locataire de rester dans une maison où il est en conflit avec le bailleur? Je ne sais pas, la suite, ça sera quoi? Et puis, si le contrat est indéterminé, il va toujours rester. Jusqu'à ce que les
3 ans là soient révolus et puis on va décider, bon, il va augmenter. Toi, tu ne veux pas qu'il augmente, tu seras obligé de quitter. Mais sinon, tu vas rester. Maintenant, si c'est un contrat aussi à durée déterminée, il va attendre à ce que quand ça arrive, quand le contrat à terme, il ne va plus renouveler ton contrat. D'accord. Voilà. Monsieur Koné, nous constatons effectivement que le contrat de bail a pas mal d'avantages. Mais pourquoi est-ce que les gens sont réticents à le rédiger? Et le bailleur et le locataire, souvent. Et le locataire, il faut dire que nous pouvons résumer ça en 2 situations, en 2 causes. La première cause, c'est l'aversion que les gens ont envers tout ce qui est écrit. D'ailleurs, c'est ressorti du reportage où quelqu'un a dit que quand tu donnes un document à quelqu'un de signer, c'est comme si la personne se condamnait d'office. Oui. Donc c'est ça que j'appelle l'aversion envers ce qui est écrit. La seconde cause, c'est surtout le côté fiscal. Parce que les gens savent que si un contrat de bail est établi, il faut l'enregistrer aux impôts. Et il y a l'impôt sur les revenus fonciers qu'il faut verser. Alors l'IRF est dû. Et ça fait que les gens souvent préfèrent faire les choses en catimini. Et très souvent, c'est ce qui explique la prédominance des contrats de bail verbaux plutôt qu'écrits. Voilà. D'accord. Monsieur Zanzi, Monsieur Koné l'a dit, tout contrat de bail doit être enregistré aux impôts et ça contribue à l'augmentation des recettes de l'État. C'est ça. C'est ça? Oui, effectivement. Je pense qu'à ce niveau, si les gens refusent d'établir des contrats, la plupart du temps, c'est surtout à cause de ça, à cause des taxes à payer. C'est à l'État de faire peut-être des sorties sur le terrain, voilà, d'abord même pour sensibiliser. Et aussi, après la sensibilisation, on peut passer à une étape supérieure maintenant, voir les bâtiments en location ou sans contrat de bail. On peut passer des cours en cours, demander aux gens de présenter leur contrat. Le locataire doit avoir un contrat sur lui. S'il n'y a pas de contrat, on peut appeler le locataire, il va venir s'expliquer. Donc voilà, c'est tout pour ce numéro de Savoir Plus avec Imaz qui était consacré au contrat de bail privé, un sujet assez passionnant. Merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine. Dieu voulant.